Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Express Orient. Cette semaine, je vous propose un reportage de nos correspondants dans le Golfe. Vous verrez que de nombreux pays occidentaux, dont la France, fournissent à l'Arabie Saoudite et à ses alliés des armes utilisées dans des zones de civils au Yémen. Nous irons également à la rencontre de Zahra, réfugiée somalienne à Damas. Comme plus de 50 000 étrangers, elle préfère rester en Syrie où la situation reste moins dangereuse que dans son propre pays. Enfin, nous serons en direct de Beyrouth avec Maya Al-Ammar, membre de l'ONG libanaise CAFA. Elle nous parlera de son combat contre le mariage de petites filles à des hommes plus âgés. Quel rôle joue l'Occident dans la guerre qui oppose l'Arabie Saoudite et ses alliés sunnites au Yémen, contrôlé en partie par une milice chiite Houthi? Sans doute un rôle de fournisseur d'armes. Des ONG pointent du doigt les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi la France, accusés de vendre des armes à tous les pays du Golfe sans se préoccuper de leur éventuelle utilisation au Yémen. Voyez ce reportage de nos correspondants dans la région. Depuis le début du conflit, plus de 15 000 bombardements aériens de la coalition arabe ont frappé le Yémen. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, un tiers de ces frappes auraient touché des zones civiles. Autant de possibles crimes de guerre commis par l'Arabie Saoudite et ses alliés, avec tout un arsenal d'armes fourni par l'Occident. Depuis 2 ans, Adam Kugel et ses collègues collectent des preuves. Un travail minutieux qui démontre la responsabilité occidentale au Yémen. Des sources fiables et des activistes nous envoient des photos des débris d'armes qui sont utilisés au Yémen et qui, dans la plupart des cas, ont tué des civils. À partir de ça, nos experts militaires les identifient. Parmi les cas de violation les plus graves, ces bombes à fragmentation de fabrication américaine. Cette arme est interdite de production dans plus d'une centaine de pays. Mais au Yémen, elle a été utilisée contre des civils. Malgré toutes les dénonciations, les États-Unis n'ont jamais cessé de fournir l'Arabie Saoudite. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, les États-Unis sont le principal fournisseur. Mais nous savons que la France et le Royaume-Uni et d'autres pays européens vendent des armes aux pays qui participent à cette campagne de bombardement. Derrière l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis sont les plus engagés militairement au Yémen. Ce pays est aussi l'un des meilleurs clients de la France. Lors d'une parade au dernier salon de l'armement d'Abu Dhabi, les Émirats exhibaient fièrement tout l'arsenal déployé dans cette guerre. Notamment les chars Leclerc, qui se retrouvent engagés au Yémen pour la première fois de leur histoire dans des combats. Sur le salon, le prince héritier et ministre de la Défense des Émirats, Mohammed bin Zayed, s'était longuement arrêté sur le pavillon France pour rencontrer les dirigeants de Thales, Safran, Dassault, mais surtout MBDA, ce consortium européen dont le siège social se trouve à Paris est le leader mondial du missile. Ce jour-là, c'est un tout nouveau système anti-char qui intéresse l'armée émirienne. La tête du missile est équipée d'une caméra qui permet de voir et corriger la trajectoire jusqu'au dernier moment. C'est très bien, c'est nouveau, c'est mieux que les anciennes versions et son utilisation est beaucoup plus sûre. Ces armes risquent d'être utilisées au Yémen. Mais pour ce responsable de MBDA, son entreprise ne fait que respecter les choix d'alliance de la France, dont les pays du Golfe sont les principaux clients. La France nous autorise par une commission à exporter ou pas tel ou tel équipement. Et donc aujourd'hui, tant aux Émirats arabes unis qu'à certains pays de la région, on est autorisé à proposer le meilleur de notre technologie. Le Moyen-Orient représente en moyenne 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. 1 milliard d'euros, soit un tiers du chiffre d'affaires annuel de MBDA. Et pourtant, selon les ONG, tous ces contrats devraient être considérés comme illégaux. Les organismes de défense des droits de l'homme rappellent régulièrement que la France et tous les pays de l'Union européenne ont signé un traité en 2014. Il interdit l'export d'armes vers des pays susceptibles de commettre des crimes de guerre, sans succès.
La Syrie est loin d'être un paradis pour les réfugiés, mais le pays qui accueillait un grand nombre d'entre eux avant la guerre continue de le faire, notamment à Damas, la capitale, car il y a des endroits dans le monde où la situation est encore pire. Il faut savoir que plus de 55 000 étrangers fuyant des violences vivent toujours en Syrie. Zahra a fui les violences en Somalie pour trouver refuge en Syrie. Malgré le conflit, elle a décidé de rester car chez elle, la guerre lui fait encore plus peur. Elle a fui Mogadiscio en 2012 après la mort de sa fille, violée et poignardée. Si nous avions voulu fuir vers un autre pays proche de la Somalie, nous n'aurions pas trouvé d'endroit sûr. Il n'y avait que la Syrie. Nous sommes arrivés ici et ils ne nous ont pas demandé de visa, rien. Nous sommes descendus de l'avion et sortis de l'aéroport. Depuis 6 ans, le conflit a jeté sur la route des millions de Syriens, près de la moitié de la population du pays. Mais les réfugiés étrangers à Damas n'ont parfois pas eu d'autre choix que de rester. La majorité d'entre eux étaient arrivés avant le début de la guerre. La Syrie est un pays d'où viennent beaucoup de réfugiés et où il y a beaucoup de déplacés à l'intérieur même du pays. Mais cela ne l'a pas empêché d'accueillir plus de 35 000 réfugiés, en majorité irakiens, du Soudan du Sud et de Somalie. Plus de 20 000 Irakiens sont arrivés en Syrie depuis l'offensive sur Mossoul, portant le nombre de réfugiés à 55 000. Faten et Alexis se sont rencontrés puis mariés en Syrie. Elle est chrétienne chaldéenne et a fui Bagdad en 2007, en pleine guerre confessionnelle. Alexis est lui installé depuis 18 ans à Damas et se retrouve sans papier car la Syrie ne reconnaît pas l'indépendance de son pays, le Soudan du Sud. Quand on est arrivé ici, la situation était bonne. J'ai épousé un homme dont le pays est aussi en guerre et dont la situation est terrible. Nous espérions que les Nations Unies allaient nous sortir d'ici, mais toutes nos demandes ont été rejetées. La catastrophe, c'est que la situation ici aussi est devenue mauvaise. Où qu'on aille, ça empire. On ne sait pas quoi faire. Certains réfugiés racontent avoir échappé de peu au combat près de Damas. Dans cette petite église de la banlieue de la capitale syrienne, ils viennent donc tenter d'oublier 2 guerres, celle qui les entoure tous les jours en Syrie et celle qu'ils ont laissée derrière eux dans leur pays. Et on va s'arrêter un instant sur cette vidéo. Une fillette d'environ 12 ans, en robe de mariée, elle pose en compagnie d'un homme qui pourrait être son grand-père, mais qui est en fait son nouvel époux. Cette scène, qui se déroule au Liban, n'est pas réelle, mais elle illustre une parfaite réalité dans le pays, le mariage de petites filles à des hommes beaucoup plus âgés. Cette vidéo de sensibilisation, vue près de 2 millions de fois en 3 mois, est l'œuvre d'une ONG libanaise, CAFA, qui veut dire « ça suffit » en arabe. Maya Al-Ammar, l'une de ses membres, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce phénomène. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la proportion de très jeunes filles mariées au Liban? Avez-vous des chiffres? Au sein de notre association, nous avons remarqué qu'environ 20% des femmes qui nous contactent ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Plus généralement, les études conduites au Liban par des universitaires ou par l'UNICEF disent qu'environ 10% des femmes libanaises ont été mariées avant leur majorité. Et parmi les réfugiées syriennes, elles sont plus de 30%. Alors le Liban est un pays où toutes les communautés cohabitent, mais est-ce que cette pratique est plus présente dans une communauté plus qu'une autre, ou est-ce plus la pauvreté qui pousse les familles à marier leurs filles si jeunes? Les mentalités restent conservatrices dans beaucoup de communautés au Liban. Et nous voyons des mariages d'enfants se dérouler dans ces communautés, en particulier dans les zones rurales et parmi les réfugiés syriens. Et oui, la plupart d'entre eux souffrent de difficultés économiques, d'un manque d'opportunités, d'un accès à l'éducation et au marché du travail difficile. Donc pour leurs parents, les marier, c'est un soulagement financier. Alors, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, la guerre en Syrie a-t-elle aggravé la situation? On a vu beaucoup d'hommes venant d'autres pays arabes, notamment des pays du Golfe, pour chercher de très jeunes filles syriennes dans les camps de réfugiés. Est-ce toujours le cas aujourd'hui?
Oui, c'est le cas. Il y a beaucoup de cas de trafic d'êtres humains. Et on peut dire que le mariage d'enfants en est une forme. Et il augmente jour après jour, car il n'y a pas de solution proposée sur le terrain. Que ce soit par les autorités locales ou par le gouvernement libanais. Donc nous voyons beaucoup d'hommes libanais et arabes venir ici pensant qu'ils sauvent une jeune fille en l'épousant, mais en fait, ils ne font que réaliser leurs propres fantasmes. Est-ce que ce genre de vidéo a un effet positif pour sensibiliser la population? Comment vous agissez dans les campagnes où l'on a moins accès à ce genre de vidéos? Nous pensons que parfois il faut choquer les gens pour leur montrer la vérité et ce à quoi ressemble la loi en réalité. Leur montrer ce que veut dire cette pratique et les y confronter pour qu'ils voient que ce mariage existe. Nous pensons que cette approche a été une réussite car beaucoup d'attention a été donnée au sujet et beaucoup de gens en ont pris connaissance. Et ils sont devenus plus conscients de ce qui est permis et légal au Liban. Et nous avons créé d'autres vidéos sur la manière dont cette pratique fait du mal aux jeunes filles, sur la manière dont ces filles refusent d'être des objets qu'on marie. Il y a beaucoup d'engagement et d'interaction de la part du public, mais malheureusement, cela ne se reflète pas dans le processus de décision. Merci beaucoup Mayala Ammar, membre de l'ONG CAFA, pour votre expertise. Et on se quitte sur ces images. Quelques 65 000 spectateurs ont assisté samedi à Bassora en Irak à un match de football entre d'anciens joueurs irakiens et d'anciennes stars internationales. Une rencontre qui servait de test pour l'Irak mis au ban par la FIFA en 2013 après des violences. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous sur France 24. France 24 est devenue la marque d'information internationale la plus suivie chaque jour au Maghreb. Chaque semaine, vous êtes 12 millions à nous regarder et toujours plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci.